J'ai tapé le mot-clé coke dans IMDb, j'ai trouvé un super film. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine part en cavale du côté de l'Amérique du Sud, aux côtés du redoutable Pablo Escobar et sa petite bande de joyeux drills du cartel de Medellín, au cœur de la nouvelle série de Netflix Narcos, dont la première saison a été dévoilée il y a quelques semaines, l'occasion dans une deuxième partie de revenir sur une autre icône de baron de la drogue sur écran, Scarface précisément, celui de Brian De Palma. Pour en parler autour de la table, trois redoutables gangsters de la critique, Iris Bray, salut Iris. Salut. Et bienvenue chez nous puisque c'est ta première dans Nos Ciné, Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et la public autour de nous, ici autant qu'à les coques en stock, c'est Nos Ciné épisode 19 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Dans la grande famille des gangsters cultes, ils sont peu à avoir la stature de Pablo Escobar, personnage bigger than life par excellence, finalement assez peu présenté au cinéma, à la télévision, en tout cas pas de manière aussi marquante et radicale que dans la série Narcos, dont la première saison vient de débarquer sur Netflix, et ça a de la gueule, on est loin du biopic sage ou du vrai faux documentaire à la con, on nous embarque dans un trip qui ressemble fortement à de la fiction débridée pure et dure, sauf que tout ou presque est vrai, et ça rend le voyage encore plus décoiffant. There's one thing I've learned in the narco world. It's that life is more complicated than you think. We had no idea what we were in for. Décoiffant évidemment, sauf pour Yannick Dahan qui n'a pas de cheveux, je le précise pour nos éditeurs qui n'ont pas l'image. Qu'est-ce qu'on en pense de Narcos autour de la table? Je suis désolé. Iris. Moi, j'ai adoré cette série. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans la rentrée de toutes les séries. Elle a été un peu noyée en sortant le 28 août. Du coup, c'est vrai que je trouve qu'elle est passée un peu inaperçue. Et là, on commence enfin à en entendre parler. C'est un succès. Pourquoi ? Parce que je trouve que, en fait, on joue avec la fiction et le réalisme de manière assez marquante, avec une utilisation des archives qui, pour moi, fait que la série fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que dès le début, même dans le générique, on a des images d'archives. Donc, on sait que c'est une histoire vraie, etc. Puis on passe quand même dans de la fiction, on sait clairement que c'est de la fiction, et en fait les archives sont réinjectées de manière assez diffuse, mais en même temps très présente, ce qui fait qu'on passe comme ça, la temporalité, la narration, l'archive n'est plus utilisée comme dans des vieux documentaires qui nous faisaient chier. Là, ça n'a rien à voir, ça rythme la narration, et je trouve que c'est une utilisation brillante des archives qui fait qu'on a envie de voir, en fait, de binge-watcher toute la première saison de Narco, qui pour moi est une vraie réussite totale, quoi. Yannick. Alors, je sais pas ce que ça veut dire binge-watcher. Binge-watcher quand même, non Ça mais veut Yannick, dire, on est en 2015, tu regardes. Ah non, mais moi là-dessus. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié que tu avais 78 ans. Ouais, alors moi je serais. Moi j'ai beaucoup aimé Narco aussi. Je serais même plus radical encore qu'Iris, puisque même si c'est extrêmement documenté et qu'il y a des images d'archives, je pense que l'erreur c'est peut-être de ne l'avoir qu'à travers ce prisme-là, alors qu'en réalité, pour moi, j'ai assisté entre guillemets, évidemment, à un Scorsese des années 90 plutôt qu'à une série prétendument réaliste ou documentaire. Ce dont elle emprunte évidemment des éléments, des codes à ce type de fiction, mais pour moi, c'est vraiment du film de gangster. Moi, j'aime beaucoup dans Narco, quand je dis Scorsese, je le mets entre parenthèses parce qu'on n'a pas la virtuosité visuelle, bien évidemment, et on est plutôt sur une mécanique visuelle assez systématique et qui est toujours un peu la même et qui est finalement, quelque part, se soumet à l'énergie hallucinante d'un montage et d'une narration qui, pour le coup, je trouve extrêmement bien pensée. C'est-à-dire que la temporalité, moi, me semble être la chose intéressante dans la série. C'est-à-dire ce jeu sur je te raconte, je te fais une espèce de flash-forward, puis il me faut du temps avant de te le remettre en perspective pour que tu comprennes ce qui s'est passé entre-temps. Je fais des digressions sur tel personnage quand il apparaît dans le récit. Alors, parfois à travers les images d'archives, parfois à travers la fiction. Moi, on est dans une série romanesque. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que j'avais pas vu depuis un petit moment des figures de gangsters iconisées de cette manière-là, fascinantes, rendues iconiques, rendues jouissives totalement. C'est-à-dire que même si on a la pire ordure de la planète en face, on se prend à la kiffer, on se prend à adorer voir ses agissements. Le point faible que j'aurais, c'est évidemment,
je comprends très bien que le prétexte est de passer par des agents de la DEA pour raconter cette histoire-là, même si José Padilla, qui a fait Troupa de Élite, s'en défend, puisqu'il prétend faire un film sur le trafic de drogue plus que sur Escobar, et probablement dans les saisons suivantes, ce sera d'autres personnages que Escobar. On est quand même dans une fascination pour ce personnage-là qui bouffe tout le reste de la série. Donc moi, je la trouve brillante parce que je la trouve profondément captivante. Je suis d'accord, je pense, avec ce que va dire Steph, qui a trouvé une forme de facilité dedans. Il y a des facilités narratives, il y a des facilités de mise en scène, il y a même des facilités de jeu avec le spectateur sur ce rapport d'adhésion, rejet vis-à-vis de cette histoire. Mais attention, c'est pas parce que c'est très documenté, ce n'est pas parce que c'est inspiré de faits réels que tout d'un coup on doit tous courber les chines devant la chose et la considérer totalement imparable. Elle n'est pas imparable, mais elle est profondément dynamique, profondément énergique, profondément captivante, et je l'ai trouvée super jouissive, et j'avais pas vu un film de, entre guillemets, un film de gangster cinématographique aussi jouissif que ça depuis longtemps. Stéphane. Alors moi je suis d'accord avec mes amis sur le fait que ça se regarde très facilement, mais c'est pour moi le problème de la série en fait, c'est que t'aimes bien quand c'est chiant toi. Non c'est pas ça, c'est qu'en fait une série comme ça avec un sujet comme ça devrait être très très dur à regarder par moment, parce que justement la violence de cet univers-là, de ces personnages-là, en fait ça devrait pas te rendre la chose facile. On parle quand même d'une série d'une dizaine d'heures, hein, on parle pas d'un Scorsese de 2h20 justement comme tu disais auquel il emprunte. Et ça, c'est déjà un de mes premiers soucis, c'est que dans termes de narration, c'est du sous Scorsese, et ça fait 25 ans qu'on a du sous Scorsese. Je parle pas de Paul Thomas Anderson dans Boogie Nights, des trucs comme ça, je parle des trucs comme Blow, par exemple, de Ted Demi. C'était pareil, c'était raconté de la même manière, avec une espèce de forme de chronique, de voix off, de trucs comme ça. Donc pour moi, c'est pas un exploit du tout donc de faire ça. L'autre souci, c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème d'implication. Ils font, par exemple, je me rappelle dans l'épisode 2, je crois, il y a une jeune prostituée en fait qui se fait, il y a tout un arc sur elle et en fait il lui arrive quand même des sacrés malheurs, et moi je suis jamais impliqué en fait dans cette situation là pendant les 25 minutes où ça se passe, alors que ça devrait justement être dur à regarder, et voilà. L'autre souci que j'ai, c'est que certes c'est documenté, certes c'est on montre une facette entre guillemets humaine d'Escobar, ce qui ne me pose absolument pas problème. Mais c'est vraiment la manière de le présenter, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, le fameux flashback dont parle Yannick, c'est une scène qu'on voit dès le début, c'est l'agent de la DEA qui décide d'outrepasser sa fonction, qui montre sa corruption, et c'est le premier truc qu'on voit du film. Personnellement, alors peut-être on va me reprocher de revoir la série à la façon dont j'aurais aimé qu'elle soit faite, mais j'aurais commencé sur l'attentat terroriste d'Escobar, pour vraiment signifier ce qu'est Escobar à la base, et après repartir de manière plus subtile, je trouve, sur l'humanisation du personnage. Iris ? Non, parce que moi je suis pas d'accord, j'aime beaucoup qu'on commence par cette première scène, parce que je trouve qu'un des arcs principaux en fait, de cette série, c'est de parler donc, de cet agent de d'IA qui s'appelle Steve Murphy. Et qu'est-ce que c'est cet agent ? C'est un agent américain qui s'expatrie. Donc à la base, on passe sur cette idée d'expatriation qui en fait est l'histoire d'Escobar, et c'est ça qu'on raconte, c'est comment est-ce qu'il s'expatrie dans son propre pays. Et je trouve que d'avoir deux personnages principaux comme ça qui vivent la même chose, cette expatriation, et qui en subissent les conséquences, je trouve que c'est une mise en abîme qui est assez géniale, et je pense que c'est intéressant de commencer par son point de vue à lui, puisque finalement on suit vraiment ces deux personnages-là. C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Le seul truc, c'est que je trouve que cette métaphore, entre guillemets, d'un des thèmes du film, elle n'est pas traitée. Ce personnage de Murphy est probablement le plus inintéressant de toute la série. En plus, c'est un personnage qui, à un moment donné, n'évolue absolument pas. Non, il n'évolue pas. À part le fait qu'on te présente qu'il va de toute façon être corrompu dès le début. Oui, mais ça fait cette évolution de la corruption, elle n'est pas là. Et surtout, il y a un autre problème, c'est que moi, j'ai un problème de temporalité avec la série. C'est Escobar, là où ça s'arrête la série, parce qu'à mon avis la saison 2 ça sera sur Escobar. Apparemment pas, mais apparemment c'est sur le cartel de Casino. Ouais, mais bon, c'est étonnant parce qu'il reste 1 an et demi à traiter sur la vie d'Escobar. Là. Et donc en fait, tout le problème, c'est qu'il y a 10 ans de vie d'Escobar qui sont ramassés en 10 épisodes. Moi, la temporalité, je ne la sens jamais. Le fameux agent, au bout de l'épisode 9, il compte toujours pas l'espagnol. Donc là, je me dis, bon, il y a quand même un problème de... On ne peut pas toujours être doué pour les langues étrangères. Je veux dire, le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. À la fin, il dit clairement, c'est ici la maison, c'est chez nous. Le type, il parle pas espagnol. Dès qu'un mec lui dit...
va te faire foutre en espagnol. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc Ouais, voilà, ça, donc c'est à un moment donné. Ouais, sur cet élément-là, je suis d'accord, mais pour moi encore, c'est ce personnage-là et le maillon faible. Je finis juste sur ce sur quoi tu as commencé, Steph, quand tu dis elle aurait dû être plus dure et tout ça. Très probablement, une autre série sur ce même sujet aurait pu être beaucoup plus dure. C'est encore une fois une question de traitement. Moi, ce qui m'a fait marrer, parce que ça m'a fait marrer, je n'ai pas trouvé ça génial, ce qui m'a fait marrer dans Narco par rapport à ce parti pris-là, c'est qu'on est, quand je dis dans un registre de Scorsese, c'est plus encore que ce que fait De Palma dans Scarface, qui est une forme d'iconisation dans la vulgarité extrême, mais qui rend le personnage trashos. Là, moi, j'ai eu l'impression de revoir cette façon dont on appréhendait les gangsters dans le cinéma des années 40, hein, dans les films avec Bogart, dans les films avec Cagney, où c'était des icônes totales, où c'était jouissif de voir Cagney foutre un pamplemousse dans la gueule d'une nana. Là, tu vas te marrer au bout d'un moment. Alors évidemment, c'est pas dur. Ça ne me déstabilise pas, ça ne questionne pas forcément mes acquis moraux, ça peut interpeller mon identification ou pas à certaines formes de personnages, mais ça s'arrête là. Je pense que les mecs voulaient traiter probablement du trafic de cocaïne en se pliant à des codes et des attentes d'un public contemporain qui a besoin qu'on soit sur des formes faciles, un registre plus facile à adhérer, mais qui n'en reste pas moins fascinant. Facile, mais quand même, la série est quasiment en espagnol tout le temps, et moi je salue ça parce que ça fait tellement du bien d'avoir des personnages qui parlent dans une autre langue que l'anglais. On va quand même se taper Versailles avec Louis XIV qui parle anglais là sur Canal, donc quand même oui, le fait que l'agent du DEA comprenne pas l'espagnol, mais c'est très bien, c'est génial de oser faire ça, donc moi je salue aussi. Non, moi je parle de l'évolution du personnage, je parle pas du fait, mais... On avait compris. Merci. Narcos, la première saison, elle a été retrouvée. Je lève les bras comme un con depuis 5 minutes, personne ne me regarde. Elle a été retrouvée cette saison en intégralité sur Netflix et on sait déjà qu'il y en aura donc une deuxième et ça, c'est chouette. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Encore aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'équation cinéma plus gangster plus paquet de drogue par palettes entières, on a tendance à immédiatement citer un nom, un seul, celui de Scarface, qui a eu plusieurs vies au cinéma, chez Howard Hawks d'abord dans les années 30, puis chez Brian De Palma en 1983 sous les traits d'Al Pacino. Alors Scarface, on l'avait pas mis dans notre spécial De Palma, donc ça tombe bien, c'est l'occasion d'en reparler. Quel regard on porte sur le film aujourd'hui, Yannick? Alors aujourd'hui, déjà une chose. Ouais. On ne regarde pas Scarface en version originale. On le regarde en version française. Non, je rigole. Moi, c'est la version française qui tête. me fait le plus rire de du monde entier. Donc, elle est absolument géniale. Non, aujourd'hui, on est quand même sur un monument, sur un film qui a marqué complètement son époque. Donc, évidemment, moi, tu me parles de trafic de drogue, film de gangster. Bon, voilà, ça doit être le film que Steph et moi avons dû voir 300 fois. Ça fait partie des 5 films dans l'histoire où je tombe dessus à la télé. Il commence 5 minutes, puis je le regarde en entier pour la 301e fois. C'est un film qui est hyper marquant aussi par rapport à son incroyable... On ne va pas revenir sur l'incroyable fabrication du film avec un stun complètement défoncé quand il a écrit le script, avec toute l'hystérie qu'il pouvait y avoir autour de ça. Mais ce que les gens ne mesurent pas, et c'est peut-être intéressant de le dire, les cinéphiles le savent, c'est que Scarface est un film qui s'est fait déchirer la gueule à sa sortie, mais d'une violence, avec même des acteurs comme Michel Pfeiffer à l'intérieur qui ont renié le film à sa sortie en disant j'ai honte, c'était horrible, c'est d'une vulgarité absolue, patati patata. C'est quand même un des rares films de l'histoire qui a gagné une reconnaissance par la rue et pas par les élites. Ça, c'est un truc hallucinant, c'est-à-dire que Scarface a eu l'impact qu'il a eu à un moment donné, il a disparu entre guillemets de l'inconscient collectif, et puis il est réapparu à travers les banlieues, à travers les rappeurs, à travers la musique, à travers le cinéma black de la fin des années 80 qui a commencé à le citer à outrance, et c'est devenu un phénomène de masse hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent de méga blockbuster qui aurait cartonné à sa sortie. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. C'est bien que le film traduisait quand même quelque chose d'un point de vue, j'ai envie de dire sociétal, plus encore que sociologique et tout ça, parce qu'on n'est pas là-dedans. On est dans un état d'esprit, on est dans un rejet absolu du système, on est dans une façon de montrer la folie du monde. On n'est pas sur les narcotrafiquants ou sur un gangster, on est sur la folie du monde exacerbée et j'ai envie de dire pour beaucoup légitime quelque part. Donc il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Stéphane.
Ouais, le truc avec Scarface, c'est qu'effectivement, la vulgarité dont on parle dans le film, c'est une vulgarité qui mettait le doigt très exactement sur ce que représentaient les années 80 au moment en fait, où c'était en train de se passer. C'est-à-dire que c'est un film qui est sorti en 83. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'en général, les décennies, elles commencent à peu près 2-3 ans vraiment culturellement et en termes de mode après qu'elles aient commencé, c'est-à-dire 80, c'est 83. Pour moi, ça commence là. Et le film avait mis le pouce sur ça, sur tout ce qu'il y avait de plus vulgaire et indécent en fait dans la culture américaine de l'époque. Donc c'est pour ça que ça ne pouvait pas être pris comme autre chose qu'avec du rejet. Et c'est tout ce qui me manque pour moi dans Narcos justement en fait dans ce film, c'est que c'est un vrai miroir déformant de ce qu'était la société américaine et de ce que ça représentait. Ce que Escobar fait ce qu'Escobar a fait, c'est qu'il a défini plus ou moins en fait les années 80 aussi pour les États-Unis, pas que pour la Colombie. Donc le truc, c'est que c'est dommage que ça en parle pas. C'est dommage que cet aspect économique et totalement tentaculaire ne soit pas dans la série. Et pour moi, elle est dans Scarface par plusieurs moments de bribes, etc. Je trouve un peu dur quand même sur Narco. Je trouve que non, mais là on parle de tentaculaire, l'économie. Non, mais je veux dire l'économie même dans Narco, elle est quand même prédominante et elle va sans doute prendre encore plus de poids dans les. En termes d'archives, pas en termes de cinéma. Là, dans Scarface, le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle vraiment de l'immigration, on parle vraiment de la façon dont. Mais ça n'est pas circonscrit à la société américaine. Il y a quelque chose dans Scarface qui est universel sur le monde d'aujourd'hui et qui le rend si pertinent. Non, mais dans Scarface, je veux dire, il y a quand même un message politique. Enfin, c'est un film pour moi politique. La série, par contre, Narcos, l'est pas du tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense qu'il y a une vraie portée. Le sujet l'amène quand même dans l'absolu. Oui, mais enfin, je pense que De Palma, là, il y a vraiment quelque chose qui est dit sur le capitalisme. Je pense que dans Narcos, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a deux approches complètement différentes. Moi, je trouve que quand même Scarface, c'est très long. Moi, j'aime pas trop les films de gangsters, je tiens à le dire. Et je trouve que cette violence, peut-être, qui a été tellement ressentie en 83, en fait, aujourd'hui, quand on la regarde, je la trouve en fait même plus violente. Enfin, je trouve qu'on s'est tellement habitué à ce genre dimanche. Moi, la première scène avec la tronçonneuse, c'est une des plus intenses encore aujourd'hui. Moi, je l'ai re-regardé hier, je peux te dire, ça ne me fait absolument rien. Donc peut-être que je suis insensible. Mais non, mais je pense que pourquoi est-ce que ce film continue à fasciner aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment un personnage qui part de rien, un anti-héros, un petit mec qui sert à rien et qui arrive à se construire voilà, une image. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui, en 2015, dans ce besoin-là de se dire qu'on va y arriver, même si on part de rien. Alors que je pense que la série Narcos fait pas du tout la même chose avec Escobar. On n'est pas du tout. Je pense qu'Escobar n'est pas présenté vraiment comme un mythe. Enfin, on voit un peu son côté humain, mais c'est pas vraiment le propos, alors que dans Scarface, on essaye vraiment de montrer un gangster, mais qui a quand même un côté humain, qui peut pas tuer une femme et des enfants. Et bon, je trouve ça pas finalement si intéressant que ça, moi. D'accord, je suis choqué. Scarface, c'est assez facile à trouver en DVD, VOD. Bon, on est 3 sur 4 à le recommander, c'est déjà pas mal. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. 2 minutes chacun pour convaincre, un petit peu moins peut-être. On essaie de rester dans le thème gangster, cocaïne par paquet de 12, figure tutélaire du bandit au cinéma, à la télévision, tout ça. Stéphane. Moi, je vais recommander un jeu vidéo. Voilà. Très bien. Donc, je vais recommander Max Payne 3, Super. qui est, par bien des aspects, en fait, un pendant vidéoludique du polar hard-boiled des détectives des années 40, 50, et qui, en fait, s'inspire pas mal de ce que j'appellerais quelques bornes, en fait, du cinéma gangster de ces dernières années, quoi. Donc, Troupe d'élite, c'est plus pour le décor, en fait, brésilien, Man on Fire, ce genre de choses. Et voilà, il faut le jouer pour vivre l'histoire. Donc le truc, c'est que moi je le recommande vraiment parce que c'est un des derniers vrais bons polar hardball que j'ai pu du coup jouer plutôt que lire ou voir au cinéma. Voilà. Iris. Moi, j'aimerais recommander une autre série Netflix qui s'appelle Orange is the New Black. Dans la dernière saison, dans la saison 3, il est question de Nikki qui vend de la drogue au sein de la prison. Et je trouve que c'est un personnage féminin intéressant dans ce rôle-là, parce qu'on a quand même parlé que de personnages masculins jusqu'à maintenant. Et justement, je trouve que la figure du gangster au féminin, elle est intéressante dans cette série. Yannick. Comme je te le disais tout à l'heure, moi je vais recommander un livre. Je vais vraiment pour le plaisir, pour ceux qui ont envie de continuer dans cet univers, de comprendre un peu les rouages du trafic de drogue entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc ça s'appelle La Griffe du Chien, c'est très connu. C'est un bouquin de Don Winslow, qui était le mec qui avait écrit Savages, que d'ailleurs Oliver Stone a adapté. Donc ça, c'est considéré comme sa grande œuvre, entre guillemets. On y suit pareil un agent de la DEA qui va enquêter sur les narcotrafiquants, mais cette fois au Mexique. C'est très intense.
intense, très captivant, très violent aussi. C'est vraiment, voilà, si vous voulez prolonger Narco, vous découvrez un autre aspect de ce trafic-là, et c'est vraiment un bouquin assez fascinant. Donc La Griffe du Chien de Don Winslow. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules, à la technique, au tank et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné dans une semaine, on parlera du Transporteur, de retour au cinéma avec Transporteur Héritage, ce qui nous donnera l'occasion de parler d'EuropaCorp, la terrifiante. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mission Impossible, sur Mad Max, sur Rambo, sur Terminator. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu vas chanter maintenant ?